monde qui est celui des hommes, il y a un monde qui est le nôtre. Et celui-là, on le maîtrise. CNN, la télévision autrement. Merci de nous recevoir chez vous, merci d'être des nôtres. À cette émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Celui que je reçois, ce serait trop dire de l'appeler un collègue, mais c'est un aîné qui a beaucoup fait, avec un socle, solide socle de journaliste. Pour commencer, une base qui permettra d'exploser. On aura l'occasion de mieux connaître avec la célèbre voix de Charlotte Abdoulaye qui fera une présentation de ce personnage qui est mon invité sur ce plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous disais tantôt qu'il est journaliste à la base, c'est un homme de culture, de la vraie culture. Pour ceux qui connaissent l'expression globale du terme culture, c'est un homme de culture, un grand homme de culture. C'est ce que moi j'appelle une encyclopédie vivante, et qui n'est d'autre qu'une encyclopédie vivante de la politique ouest-africaine. Avec pour base névralgique la Côte d'Ivoire. Bref, il est une forme de mémoire pour des générations futures que sont les nombreux jeunes, je crois, qui regardent cette émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et pour bien l'identifier, pour bien le situer, on regarde ce descriptif qui parle de mon invité. À tout de suite. Celui que nous recevons aujourd'hui est une icône que l'on ne présente plus en Côte d'Ivoire. C'est un témoin de notre temps dont la notoriété va bien au-delà des frontières du quadrilatère ivoirien. C'est un nom, une signature, une aura qui à elle seule constitue une véritable instance de validation. Lui, c'est Bamba Alex Souleymane, journaliste professionnel émérite, juriste, spécialiste en relations internationales et en stratégie. C'est un consultant hors pair qui a fait ses humanités. Homme à la culture éclectique, c'est un savant dans plusieurs domaines. Conseiller de bon nombre de personnalités en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ses avis sont hautement appréciés. Dans son carnet d'adresses figurent des noms comme celui de Blaise Compaoré et de bien d'autres chefs d'État ou personnalités influentes. Communicant, il maîtrise l'art oratoire comme nul autre de sa génération et parle une langue châtiée. C'est un séducteur né qui sait convaincre et que l'on a toujours plaisir à écouter. Un homme à l'itinéraire au long parcours. Il a côtoyé les grands noms de la Côte d'Ivoire, dont il connaît parfaitement l'histoire, à commencer par l'illustre Félix Houphouët-Boigny, qu'il aimait, l'adouba, le nomma à de hautes responsabilités et fait de lui un de ses fils spirituels. Des présidents Bédié et Ouattara, en passant par Gbagbo et même Gueye, tous ont eu une histoire singulière avec lui. Un jour, ses mémoires, peut-être, les relateront. Bien avant d'assumer les hautes fonctions de conseiller spécial au pouvoir étendu des premiers ministres Seydou Diarra, Charles Konan, Guillaume Soro, il avait pressenti, voire choisi, dans les coulisses des préparatifs de la signature de l'accord politique de Ouagadougou qui permit, entre autres, la tenue de l'élection présidentielle de 2010 pour occuper un portefeuille ministériel au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Se réclamant volontiers de l'oufouettisme originel et orthodoxe, il ne cultive pas moins sa différence sur le plan dogmatique, philosophique, voire existentiel. C'est un humaniste éclairé et ouvert à la contradiction. D'où ses amitiés plurielles et diverses au confluent de toutes les tendances et obédiences du microcosme politique ivoirien. Bamba Alex Souleymane n'a pas d'ennemis, il n'a que des amis, car l'essentiel pour lui, c'est l'union autour de la Côte d'Ivoire. Sexagénaire, 60 ans révolus, il respire la fraîcheur et la jeunesse, sa prestance n'a encore pris aucune ride, les paradigmes qu'il développe prennent racine dans une foi et une vision théocratique profondément ancrée dans les valeurs de la religion. C'est cet homme exceptionnel, ministrable pourquoi pas, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous abreuver de son savoir et de sa vision de cohésion sociale en ces moments où la Côte d'Ivoire est quelque peu ballottée par des courants divergents. Pour lui, le dialogue est toujours possible, quoique chaque citoyen doive savoir et garder à l'esprit que dans le village, il y a toujours un chef, tel un père de famille
qui reste et demeure le garant de l'unité et de la paix. Monsieur Bamba Souleymane Alex. Moi, je ne prononce pas comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est... moi, c'est Alex Bamba Souleymane. Bonjour. Bonjour, cher frère, cher ami. Ravi de te retrouver dans cet exercice que tu as transformé en art consommé et qui plaît, qui séduit. Alex, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait des décennies quand même. Oui. Petite décennie. Quand même. Oui. Petite décennie. Dieu a un contexte volatile, fait des hauts, des bas, des situations imprévisibles et qui ont atomisé un peu les fondements de la fraternité universelle qui était la nôtre, la lame de fond sur laquelle vous faites abattre ce pays, l'orgueil et la vanité de beaucoup de gens ont contribué donc à rapiécer ce qui naturellement Dieu avait conçu. Ce que Dieu a donné. Est-ce que la description à l'instant de ma collaboratrice sur votre personnage, est-ce que ça vous sied? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié ou il a manqué quelque chose? Je peux dire que ça résume mon personnage, qui est à la fois éclectique, un parcours intellectuel que j'apprécie, parce que je suis allé à l'école, la vraie, celle qui forme, qui éduque, qui te donne le savoir, le mérite, comme tu n'as eu de cesse de te battre pour être aujourd'hui au sommet de ton art et d'avoir fréquenté les plus grands, comme il plut à Dieu, et comme il plaît encore à Dieu, que nous en soyons au même niveau. Seul le travail permet de réaliser ce parcours. Il est mon invité dans ce numéro de On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous l'ai dit, cette émission justifie le titre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bamba Alex Souleymane est sur notre plateau. A tout de suite. Alors, Alex, on va se situer là pour faire un peu plus convivial. Dans notre émission, il y a 4 articulations. La première, intérêt général, on parlera des questions d'intérêt général. Ensuite, on abordera le volet politique parce que tu en as à dire. Déjà, vous nous excusez du tutoiement, c'est normal, c'est un peu notre confrère aujourd'hui, mais un confrère qui, lui, a beaucoup de choses dans son coffre. Et ensuite, on parlera des réussites, de tes réussites, et tu essaieras de nous expliquer comment un politique peut plaire à son peuple. On se retrouve pour la première articulation. Comment voyez-vous le quotidien des citoyens ivoiriens? Comment voyez leur quotidien? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a la Côte d'Ivoire fouettienne, conçue, bâtie avec des pionniers de l'indépendance. Il y a cette transition entre cette période et l'indépendance elle-même. Il y a les bases qu'on jette pour former un État moderne. Il le fait à des jeunes cadres. Il y a eu un ministère de l'ivoirisation des cadres ici, dirigé par un des fidèles du président, au fait, le ministre d'État Mathieu Ekra. Tout ceci, c'était pour démontrer que la formation avait été, j'allais dire, un des éléments essentiels de ce que le faut voulu que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui. Et il a réussi. Maintenant, il y a les avatars de l'histoire. L'histoire n'est jamais linéaire. Il a beau être brillant, il a beau projeter sur le meilleur, mais il y a la nature, il y a des contraintes que l'homme ne peut pas maîtriser. Et il a été confronté à des difficultés dans la gestion quotidienne, du fait de sa stature, du fait de son dictat dans le Gotha international lorsqu'il n'était pas d'accord, et que tous les autres chefs d'État étaient avec lui. Et cela, naturellement, a créé, j'allais dire, un certain nombre d'animosités et d'inimitiés qui rejaillirent sur le développement interne à deux homéopathiques, c'est-à-dire petit à petit, sans que le peuple, l'artisan qui soutient le gouvernement, et puis l'élite qui lui prend l'argent du petit artisan, donc la douane, le trésor public, et le redistribue au pouvoir, pour que ce pouvoir
dans les différents projets, nous sommes sur une berge au coquille, c'est magnifique. Regardez ça, la Côte d'Ivoire telle qu'elle est belle. C'est ce que Oufoué de cette trilogie, de ces 3 piliers, et qui permet de construire, de bâtir, et d'en faire ce que nous appelons à l'époque la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, le Manhattan de l'Afrique de l'Ouest. C'est le génie créateur d'Oufoué. Est-ce que vous croyez alors finalement que ces 10 dernières années, ce quotidien sera encore beaucoup plus amélioré? Les appétits, ainsi que la vanité de l'orgueil, la suffisance, le moi haïssable dont parlait Oufoué, ont taraudé les fondements de ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Être ensemble des frères, parce que dans une famille, on se bat pour réussir ensemble. Dans une famille, il n'y a pas de compétition. Malheureusement, cela a échappé à certaines doctrines intellectuelles prétendument, croyant tout savoir. Et donc, parce que, prétendant tout savoir, ce qui est faux, se sont arrogés, ces gens-là, avec des groupuscules, pour prétendre imposer un dictat sur la manière dont l'ordre naturel établi par Dieu, comme le mouvement pendulaire d'une montre. Il ne peut pas s'inverser. Il part d'un point A à un point B. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et certains ont voulu inverser cela. Le résultat nous a entraînés dans la spirale inflationniste de ces crises endémiques par moment. Mais avant, celui du fait, mais qui était économique. Avant qu'il ne débouchât. Où on parlait de conjoncture. Voilà. Avant qu'il ne débouchât sur le marasme. Parce que la lutte des classes avait commencé. Certains étaient devenus trop riches. On parle de quelle année à ce moment-là? On était en quelle année? Entre 80, 75, 80, 85. L'élite qui avait été formée par Oufoué, bien avant nous, et dont c'était déjà des professeurs à l'université, des docteurs en économie, en sociologie, en médecine, en agro-industrie, et qui avaient vu ailleurs comment est-ce que ça fonctionnait. Par rapport à la manière dont ça fonctionnait ici, l'université a été plus ou moins mise en ébullition parce que c'est le sanctuaire de ceux qui vont acquérir le savoir et de ceux qui transmettent le savoir. Dans le sentier du fer de lance d'une nation, ça dit toute la Et journée. ils étaient déjà, j'allais dire, dans une posture Revendicatrice. de revendicatrice et puis de défiance à l'autorité du père fondateur, qu'ils aimaient bien pourtant. Mais dont peut-être sans doute l'entourage et le comportement de l'entourage ne leur permettait plus d'accepter que l'on continuât dans cette voie pour qu'on devienne quelqu'un. Et dans ce... allez-y. M'a amené à devenir oufouétiste, orthodoxe. Là où mon propre oncle, le docteur Amadou Koné, le premier vrai docteur en médecine qui a eu son bac en France, entré à la faculté de médecine, fut victime du complot de 1963, le complot du chat noir. Mais 1900 combien? 1963. Le premier... C'était quoi le complot de chat noir? Oui, ben, c'était les intellectuels, les jeunes. Il était le secrétaire général de la GRDACI, brillantissime, député sénateur de Tabo, au bord de l'eau, là-bas, où nos parents vécurent, où mon père y vit, sur la terre du grand peuple Kroumen, et où je naquis, où ma mère naquit, mes parents. Forcément, j'aurais pu avoir l'aversion. Je l'appréciais davantage, il m'appréciait. J'ai eu ce privilège de voyager avec lui dans le Grouban. Le général Koulibaly est là. C'est lui qui a piloté le Grouban. Et mon ami et frère, l'égérie, Jean Rouillet était là. Et le vieux Aboulaye Diallo était là. Très peu peuvent se targuer d'avoir eu un tel parcours, d'avoir eu ce privilège insigne. Et j'ai reçu, au retour des États-Unis, ce que j'ai reçu, Dieu seul sait ce que j'ai reçu. La grâce divine.
Parlant de cette grâce divine, alors vous, dites-nous, dans la politique sociale du gouvernement aujourd'hui, que vous vivez, que vous regardez en bon ivoirien, a-t-elle répondu? Est-ce que cette politique du gouvernement a répondu aux attentes des Ivoiriens? En une phrase. Le gouvernement d'aujourd'hui. Le gouvernement d'aujourd'hui, est-ce que la politique sociale, vous croyez qu'elle répond à l'attente des Ivoiriens? Avant de répondre de façon directe à cette question, elle résulte de la conjonction de plusieurs facteurs négatifs. Tout à fait. Vous faites 17, la passation de témoins, bien que légale, parce que établie par la Constitution, ne se passe pas trop bien. Du fait des antagonismes, il y avait l'héritier putatif, il y avait le sauveur providentiel, Alassane Ouattara, il y avait, j'allais dire, le gentleman farmer, Grégoire Philippe Biassé, qui avait fédéré toutes les intelligences politiques derrière lui. Et c'était pas aussi simple pour le président Bédié lorsqu'il eut l'appareil d'État. Et quand vous dites, par exemple, le président Alassane Ouattara, le sauveur, pourquoi le sauveur? Parce que, rappelez-vous que lorsqu'en 1990, la petite révolution de la folie des peuples voulut, se souleva, et il a fallu rien que la bourrasse de balaya le président Houphouët-Boigny. Vous imaginez ce que cela aurait été? Ce si grand homme, mon Dieu, qui a siégé d'après de 4 gouvernements français. C'est l'un des rares, pour ne pas le rare, noir, qui a siégé autant en Europe. C'est notre grande fierté. Il ne peut pas être humilié après avoir bâti un pays et produit une élite prolifique, conçu des écoles, des hôpitaux, des routes, bâti la Côte d'Ivoire telle qu'elle est. Et le schéma, il est le même. Ceux qui se succèdent, selon leur capacité, arrivent à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre. Un peu plus, un peu mieux que certains par rapport à d'autres. Il fit venir donc un de ces fils prodiges que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient peut-être pas, dans moi-ci. Parce que j'ai la chance, juste à côté aussi, à l'ambassade de France, j'habitais là, mon oncle, Lazeno Coulibaly, procureur général, du procureur général du tribunal d'Abidjan. C'est lui qui succéda aux Européens. Son fils, mon cousin, dans son bureau, a été président du tribunal. Coulibaly Ahmed Suleiman, après avoir été pendant longtemps juge au tribunal militaire. J'ai compris comment Houphouët fonctionnait avec les siens. Et ça, que Raphaël, qui était l'ambassadeur, Houphouët a légué en reconnaissant pour ce que la France a fait pour la Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'était un échange de partage. Même l'amour de la femme que tu aimes, si bellissima que soit-elle, resplendissante, la peau de lune, mais c'est un partage. Et c'est comme ça qu'il fait venir le sauveur. Et donc, dans la bourrasque, après avoir passé à la loupe au pays fin, écouter le murmure de son peuple, il se souvint et il parla à Gaussou Dramane Ouattara, vice-président de l'Assemblée nationale, le frère aîné, le premier fils de Dramane, le père. Ils sont les deux qui s'appellent Dramane. Gaussou, parce que c'est écrit sur son arbre de naissance. Alassane Dramane, oui, mais parce que celui qui allait déclarer ne permet pas que l'on écrivit Dramane. Oui, c'est pour ça que c'était un vrai Dramane parce que il est d'une autre mère que celle de Gaussou. Ils sont ses enfants. Il a aimé tous ses enfants. Mais les enfants que tu apprécies un peu plus, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Gouverneur de la BCAO, après avoir travaillé au FMI, directeur Afrique, il a une notoriété, il a de la prestance. Quand il arrive, il a 48 ans. Et puis, il fit ce qu'il fit. Toi et moi, nous sommes présents. Témoins et acteurs. Il a réussi, donc, à poser le garrot. Sur cette conjoncture? Parce que, naturellement, il était clair que la plaie avait commencé à être béante.
Il fallait que l'hémorragie s'arrêtât. Il posa un garrot, il fit un diagnostic. En tant que gouverneur, il bâtit la monnaie pour enfouir les caisses de l'État, parce qu'il y avait que ça, tout se donnait de l'oxygène. Ça fait baisser la tension. Au fur et respira. Le peuple reprit son cours normal. Les intellectuels continuèrent, mais ils n'avaient plus tellement la puissance de feu. Le vent de force 5 avait reculé. Il était passé de la force 5 à la force 2. Vous voyez bien en termes d'amplitude ce que ça signifie. Et petit à petit, progressivement, d'où la légende du brave Tché, d'où la légende du technocrate, le docteur Ouattara. Je me rappelle, à la première grande conférence de presse du haut, vous savez, moi, pour le président Fouboy, pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à tout. Que m'importe que ma cravate soit mal nouée, je suis mal rasé, j'ai des souchettes trouées, que m'importe, c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe. C'est le président Ouattara qui le dit. Qui le dit, je suis présent. Au palais, la présidence. Peut-être l'a-t-il oublié, mais il ne peut pas l'oublier. Il a dit, que m'importe que ma cravate soit mal nouée, que ma chaussette soit trouée, et que je plaise que je ne plaise pas, mais la mission que j'ai et celle de mon pour pays. la Côte d'Ivoire, pour mon pays, est plus importante que tout le reste. Alors, M. Bamba Alex, y a-t-il selon vous en Côte d'Ivoire, comme certains veulent le faire comprendre, une recrudescence des conflits interethniques? Alors, c'est la terminologie qui ne me plaît pas. Il est clair que, fondamentalement, un pays de brassage comme le nôtre, où tu as des enfants issus de toutes les ethnies. Regardez dans tous les pays bêtés, il y a une Djoulabou. Dans tous les villages d'été. Tous les villages bêtés, toutes les grandes villes. Ça veut dire que c'est un peuple hospitalier. Alors, pour ceux qui nous regardent à l'international, les villages BT, c'est-à-dire les villages dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et les Djoulabougou sont un tout petit peu ces Des quartiers quartiers spécifiques à ceux qui viennent du nord. qui viennent du nord. C'est pour montrer le brassage des populations. Et partout, cela a existé jusqu'à ce jour. Il y a eu des enfants qui y sont nés. Mais c'est la politique qui a donné l'impression que c'était devenu un Far West. C'est pas vrai, même dans l'ouest profond, à tout le pleu, à Digo, à Taï. Mais ces brassages-là ont existé. Les passages naturels du fleuve, du côté ivoirien et du côté libérien. Quelle différence pourrait-on en faire? Mais ça n'a jamais posé de problème. Ce sont les hommes qui, parce que nous, par des ambitions souvent démesurées, qui veulent tout avoir pour eux seuls, convertissent des gens, les instrumentalisent à leur cause, et puis leur assignent des missions que Dieu ne leur a pas assignées. Parce que sinon ici, tu es très bien placé, tu en es une vitrine, une incarnation de ce que peut être l'Afrique, de ce qui peut être le plus beau que l'Afrique puisse donner, le brassage. Je suis un homme de brassage, je suis un homme de paix, je suis un homme de fraternité. Dans toutes les chapelles politiques, j'ai des amis, j'ai des frères. Je prends toujours un discours de paix. Dans le champ lexical français, si riche en vocables, il y a tellement de mots poétiques qui parlent au cœur et qui chantent l'amour et qui évitent de verser dans des antivaleurs qui atomisent les fondements d'un pays équilibré. Et Dieu merci, nous avons un président aujourd'hui. C'est vrai, M. Ouattara n'est pas un homme influençable, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. M. Ouattara a souffert énormément. Mais je pense qu'il a oublié. Ou du moins a-t-il pardonné, et beaucoup pardonné. J'ai été à la primature pendant quasiment 10 ans de Seydou Diala, l'une des personnalités les plus respectées par Alassane Ouattara dans ce pays. Achal Konabani, qui devient gouverneur après lui, son ami, sur le même palier, auprès du fouet, Ouattara à droite, Bani à gauche, et puis ils avancent. Ça, c'est ça qui est la vérité que je connais. Et d'un camp qui vient par la suite, qui est relativement un peu plus jeune que d'un an. Vous voyez donc la trilogie des qualités d'hommes de cette espèce qui prennent les rênes de ce pouvoir. Ça ne peut qu'évoluer, à bien évoluer
au niveau infrastructurel, mais c'est encore au plan de la consistance mentale et de l'ouverture et de la tolérance. Nous sommes devenus moins tolérants. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Alors vous dites ce que vous dites si bien émerveille, et je sais que les jeunes qui nous suivent devraient apprendre parce qu'il est très important. Tout ne se résume pas qu'au coupé-décalé, qu'aux affaires actuelles. Il faudrait un peu s'instruire de l'histoire de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, que je vous permets comme ça de regarder. Si vous nous regardez, vous nous suivez à travers le monde. Voici la Côte d'Ivoire dont parle Bamba Alex, un très beau pays, un pays qui attire et qui doit continuer à attirer du monde, du tourisme, la fierté de l'Africain, la fierté de la race même. Pourquoi? N'ayons pas peur de le dire, la race noire, cette Côte d'Ivoire que je vous permets comme ça de regarder et d'admirer. Alors, Monsieur Bamba Alex, pourquoi les politiciens ivoiriens n'ont pas confiance aux institutions de la République? Votre commentaire, de manière, je dirais, assez brève. Alors, je vais même pas... je ne ferai pas la langue de bois, pas plus que je tiendrai compte du fait d'appartenir à une chapelle politique ou pas. C'est très simple, c'est d'abord la vanité, l'orgueil, je le répète, qui, dans la mythologie existentielle, sont des antivaleurs qui pourrissent le cœur. Quand on part du sous-sol aride, je prends un pays comme le Burkina Faso, la force de ce peuple, des travailleurs du peuple réel du Burkina Faso, que je connais, des travailleurs infatigables, qui réussissent ce qu'ils réussissent, pour que notre peuple ne manque de rien. Là où on fait des fraises au Burkina Faso, là où on fait peu de pommes ici aujourd'hui, où on pourrait en faire plus, c'est arrosé partout, fleuve, océan, là où seul Blaise Compaoré a réussi à faire le barrage de Bagré, du temps de sa très longue carrière prolifique, qui a propulsé son pays au sommet, qui hélas, parce que justement, mû par les vilains sentiments, on détruisit ce que le stratège militaire, l'habile politique, le visionnaire, le bâtisseur construisit. C'est ce qui fait que tous nos peuples d'Afrique, qui ont de grands chefs, comme Ouattara aujourd'hui à l'instar de la Côte d'Ivoire, on peut ne pas être d'accord. Mais la stabilité, la quiétude, la cohésion sociale, la paix des uns et des autres. Mais précisément, M. Bamba, sur les institutions, pourquoi les politiciens ne sont pas d'accord? Parce que c'est vrai que vous prenez tous ces exemples, ça fait plaisir, parce que c'est bien de parler avec des adages. Parce qu'il faut étayer. Oui. Il faut étayer et puis élever le niveau de conscience pour que les jeunes comprennent très bien pourquoi. Mais c'est simple. Ce sont des personnalités, disons, à peu près du même âge, qui, parce que mû par le goût du lucre et du sucre, parce que vous voulez avoir 10 voitures dans les garages, vous voulez avoir des maisons de 2000 mètres carrés, qui veulent paraître, donner le sentiment qu'ils ont réussi.
Parce que d'autres se sont battus. Et certaines positions ne sont même peut-être pas justifiées, voire indues. Mais le grand chef qui s'est battu, Ouattara, quand il a son bac, quand il est aux États-Unis, il a dit, tu vas toujours me dire, mais j'ai fait le taxi. Donc ce n'est pas toujours que j'ai eu de l'argent. Je suis un homme courageux. Je vais réussir, j'ai réussi. Mais spécifiquement, en une seule phrase, c'est vrai que vous avez étayé tout ça pour éclairer les jeunes qui nous suivent. Pourquoi ces politiciens se braquent contre les institutions et veulent tout remettre à plat? En une phrase, M. Bamba. Est-ce qu'ils ont tiré les enseignements du passé? Est-ce qu'un seul jour s'asseyent-ils chez eux pour dire « Oh Seigneur, tu es merveilleux, qu'est-ce que tu nous as sauvés ?» Conclusion, ils n'ont pas tiré Ils n'ont tiré aucune leçon. du passé. Pire, ils n'ont même rien retenu. Sinon, jamais nous nous retrouverons dans cette situation. Même le Conseil constitutionnel, lorsqu'il prend une décision, il n'a même plus de mécanisme interne pour remettre en cause sa propre décision. Parce que je suis juriste, par ailleurs, même si je ne suis pas praticien, je suis théoricien. J'ai une maîtrise de droit depuis 1979. Je suis doctorat en haute études internationales. Ça, je ne parle même pas des écoles de journalisme de France que j'ai toutes faites. Et je suis estampillé comme tel avec l'expertise certifiée. Donc pour vous, il faut respecter les institutions d'un pays. Non seulement il faut les respecter, mais ensuite, nous sommes des êtres humains. Nous parlons. Mais le vieux Bédier, le respectable Bédier, le non moins est très respectable Ouattara. Il y a quoi? Il y a peut-être 8 ou 9 ans entre les deux. L'un a été chef d'État, président de l'Assemblée nationale pendant longtemps, avec le grand frère du petit frère comme vice-président. Et le père de Ouattara était un grand enseignant, puis grand commerçant. Il a plus ou moins instruit Kotobi, Bongouanou, Diboko, Naki Ouattara et plein d'autres. Mais ils sont descendants d'une dynastie. Mais cette dynastie, je vous dis, d'origine, c'est le Madeng. L'empire du Madeng de Soundiata. C'est l'origine, ça. Vous prenez le Kérédougou dans le Burkina Faso. Le Kérédougou, c'est la langue Madeng. Tous ceux qui sont de Banfoura au Kérédougou sont tous des descendants de l'empire Madeng. C'est un pays pluriel. Et maintenant, tu as le sort qui est l'empire Moussi. Le tout-puissant empire Moussi, organisé, structuré comme jamais. Aucune maison n'était au hasard autour de la case du chef. Ces grands peuples que nous connûmes, qui nous gouvernassent, ces peuples. On n'a rien tiré de ce que les chefs firent pour leur pays et de ce que les chefs furent. Ici, aujourd'hui, chacun veut le patron pour prendre tout et puis donner au sien. Or, l'équilibre du monde, c'est le partage. Celui qui ne partage pas est une personne, ce n'est pas un être humain. C'est celui qui partage, qui est un être humain, qui a un cœur, qui regarde avec compassion l'enfant qui pleure. Maman, pour qu'il pleure? Non, il a des morts. Non, tu lui donnes 10 000 francs, elle va à l'hôpital. On fait un diagnostic. Il paye 5 000 francs. Et puis, à les autres 5 000 francs, paye les médicaments. Alors, pour parler de l'hôpital, puisque vous avez évoqué cet aspect, on va boucler avec la dernière question, pour vous poser la question si vous croyez qu'il y a eu une évolution, selon vous, dans le domaine sanitaire en Côte d'Ivoire. C'est la dernière question de cette rubrique intérêt général. Oui, je pense que... une évolution sanitaire. De façon macroscopique, c'est-à-dire de façon globale, j'ai pu dire que ce pays a évolué. Sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, il a évolué au niveau des infrastructures, etc. Regardez l'hôpital mère-enfant de Bergerville. Un joyau. Même l'hôpital de Yopougon, qui a été fait avec brio. Mais vraiment, l'hôpital de Trècheville que nous connaissions, qui s'est partout, il y avait de l'espace, où il avait une vision. Il y avait de l'espace partout. Ça s'est élargi à perte de vue. Mais il y a tellement de monde, en dépit de toutes les cliniques spécialisées dont nous avons. Je pense qu'il faut repenser la politique sanitaire.
nous allons aborder la deuxième articulation de notre émission par la politique. Vous, en tant que, je dirais, un politicien avisé, brillant journaliste, vous avez fait des brillantes études, et vous êtes vraiment en plein dans la politique. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire, d'inciter une population, vous qui parlez de paix, et qui avez ramené un adage de Houphouët-Boigny, je ne dirais même pas un adage, à un conseil, à une prévention de Houphouët-Boigny, de garder ce pays dans la paix. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme commentaire à ce mot lancé de désobéissance civile? Par l'opposition, bien sûr. D'abord, j'aime pas l'expression, pour commencer. Et c'est que ça recouvre encore moins. Et les conséquences plausibles davantage. Parce que quel type d'inimitié, quel type d'opposition personnelle, Peut-il y avoir quel type de haine, supposée ou pas, nous opposerait tant au point que certains pensent-ils que l'objectif, le leur, serait peut-être de lancer ce mot d'ordre. C'est la liberté, c'est vrai, c'est la liberté. Mais la liberté, ta liberté s'arrête au comment celle de l'autre. Que dites-vous, par exemple, de toutes ces invectives et attaques groupées sur le président Ouattara, qui circulent dans les réseaux sociaux, nous regardons tous les jours? Quel est votre point de vue? Oui, mais les réseaux sociaux sont devenus une sorte de pandémonium. C'est-à-dire là où on jette les ordures, où chacun peut venir aujourd'hui, faire un selfie, raconter ce qu'il veut raconter. Il a des démangeaisons cérébrales. Il vient, il débite, et puis il raconte ce qu'il veut. Ce qui n'était pas le cas hier. Heureusement, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais malheureusement, ça a un impact nocif, surtout sur les esprits faibles. Et je n'en veux pas aux uns aux autres. C'est devenu une tribune populaire de lynchage. J'aime pas, je raconte n'importe quoi. Et M. Ouattara, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une intelligence innée, c'est une forte personnalité, dont le destin a été forgé dans la difficulté permanente, notamment au plan politique. Et en dépit de ce qu'il a subi hier, avant qu'il ne plaise à Dieu, qu'il devienne le président de la République, et qu'il réalisa, et continue de réaliser ce qu'il a réalisé, il y a toujours des personnes qui seront toujours contre lui. Ça, il en a l'intime conviction. Moi-même aussi. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de parler, d'échanger avec les uns et les autres. Il a insisté avant cette émission qu'il faille présenter quelques œuvres du président Alassane Ouattara. Voici en quelques secondes le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui. Alassane Ouattara.
c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Après ces très belles images, M. Baba Alex Souleymane, en tant qu'Ivoirien, que dites-vous à ceux des concitoyens lambda qui, eux, ne s'intéressent pas du tout aux élections, qui, eux, d'ailleurs, disent ne même pas vouloir aller voter? Que dites-vous à ces frères qui, eux, ont cette vision? On ne s'intéresse pas aux élections, nous, on n'ira même pas voter. Qu'est-ce que vous leur dites en une phrase? Le vote est un devoir citoyen, partout dans le monde. Si vous n'allez pas voter, si vous avez une approche, j'allais dire, restrictive des libertés que Dieu vous donne, que vous ne l'exercez pas, les autres le feront à votre place et à votre détriment. Et ne soyez pas surpris après d'être, j'allais dire, dans la mélancolie et d'être plongé dans le silence des sacrifices. Et pourtant, on vous aura donné l'occasion d'apporter la preuve que vous voulez telle ou telle chose. Et si vous êtes nombreux, vous venez et vous transformez en avantage ce qui a priori était censé être un obstacle insurmontable. C'est un devoir citoyen d'aller voter. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez de ceux des Ivoiriens qui disent, à tue-tête, on en rencontre nous dans nos différents mouvements, des Ivoiriens qui disent que nous, on ne comprend pas pourquoi on dit les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Eux disent plutôt, ce sont les politiques qui ne sont pas réconciliés. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est une vérité de la palisse. C'est tellement vrai. Comme lorsque l'on se regarde dans un miroir. Ce sont les politiques qui manient les concepts les plus rédhibitoires, les plus, j'allais dire, nocifs, qui inoculent dans certaines consciences. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire, en dépit de ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui à l'instant, mange ensemble, discute ensemble, chahute, et puis chacun va vaquer à ses occupations. Comme dit l'autre, ce qui est dit est dit.
Monsieur Alex Bamba, y a-t-il selon vous des réformes institutionnelles et politiques à faire pour améliorer le climat en Côte d'Ivoire, quand vous regardez comme ça, quand vous regardez tout ce truc, tout ce qui se fait? Est-ce que selon vous, vous trouvez qu'il y a peut-être dans cette Troisième République d'autres améliorations qu'il faudra peut-être porter ou certaines réformes? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut repenser ce pays. Il faut concevoir d'autres modus operandi. Il faut être capable d'innover, de penser autrement, de changer, comme le disent les latins, mutatis mutandis, ce qu'il faut. Changer ce qu'il faut changer et améliorer ce qu'il faut améliorer. Forcément, il y a des choses à améliorer. Impérativement, il faut le faire. Et il y a d'autres à changer. Il faut le faire impérativement. Mais cela passe aussi par le courage de la promotion. C'est pas parce que quelqu'un a 70 ans aujourd'hui qu'il n'a pas la mémoire d'un jeune de 25 ans. Qu'un jeune de 25 ans, il se comporterait comme un vieux de 80 ans. C'est la puissance de la pensée qui fait la différence. C'est celui qui a les idées, qui a le pouvoir. C'est celui qui est capable de transformer en avantage ce qui était censé être un obstacle. Hier, qui a le pouvoir. Antoine Dizenga a été à 80 ans le premier ministre du jeune Kabila. Dizenga, on parle de lutte de Lumumba. Vous le savez très bien, mais c'est arrivé. Donc c'est moins l'âge que la capacité à pouvoir s'élever. La conscience propre, quand tu as fait ton unité intérieure et extérieure et ton hygiène mentale, tu es un homme de qualité qui traverse le temps, qui apporte l'expertise, la science, le savoir, et qui l'assure, et qui plus est, quand tu as un cœur généreux, qui chante l'amour tous les jours, tu es un homme du peuple. alors pour parler du peuple, ce peuple qui réclame à corps et à cri le bien-être, qui réclame à corps et à cri une certaine redistribution de ce que peut rapporter l'économie. Et cette économie en Côte d'Ivoire, pour vous et selon vous, se porte-t-elle bien ou mal? L'économie de la Côte d'Ivoire se porte très très bien parce que lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir, l'économie est effondrée et le social est dans les profondeurs abyssales. Il use de la préscience qui est la sienne, de l'équation personnelle, de son carnet d'adresse et de ce qu'il représente lui-même. D'accord? Et très rapidement, il sort ce pays du gouffre et il le remet au travail. Les faits sont là aujourd'hui. Sans doute, rien ne pointe pas fait à 100%. Aucun être humain n'est parfait. Qui est parfait. Qui est parfait. Tout à fait. Il a pu arriver qu'il fasse confiance à des personnalités qui ne se sont pas montrées à la hauteur et qui naturellement peut avoir joué. Ça, c'est humain. Et peut-être sans doute a-t-il aujourd'hui d'autres types d'idées pour permettre à la fois à une classe, certains jeunes, Émergente. certains jeunes de plus anciens, mais qui ont l'expertise de la science et de la sagesse. On peut se rendre compte déjà avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est un gouvernement, je dirais même un peu exceptionnel, parce que quand on regarde sous d'autres cieux en Afrique, la moyenne d'âge excède souvent la soixantaine. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on retrouve vraiment au sein du gouvernement, autant pour moi, des quadragénaires. C'est un peu ce qui afflue. Et je crois que ça fait énormément plaisir, et les Ivoiriens devraient le savoir. Monsieur Bamba Alex, croyez-vous que ce gouvernement du président Ouattara, un gouvernement, c'est vrai, où la moyenne d'âge, c'est pratiquement un peu les quadras, croyez-vous que ce gouvernement a vraiment participé à baisser le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire? Alors, il faut que... Durant cette décennie qui s'achève. La question, elle est facile, mais la réponse difficile. Parce qu'il faut des indicateurs de tendance. Ces indicateurs de tendance sont chiffrés du genre... Secteur par secteur, oui. Niveau de vie par niveau de vie, pour apprécier à sa juste valeur ce qu'on peut donner comme réponse exacte. Sur les quadras présumés ou les quinquas,
j'ai ma position personnelle. C'est pas parce que quelqu'un relativement plus jeune qu'il a fait des études, mais certains l'ont fait avant. Si je me permets, c'est parce que sous d'autres cieux, on croit qu'il faut être au-dessus du quinquennat pour peut-être réussir. Mais le président Ouattara l'a montré avec son gouvernement, il a essayé de miser sur les quadras, et je vous pose la question, est-ce que selon vous, vous croyez au moins que toute répartition... C'est la réponse que je suis en train de donner. Voilà. Ça peut être valable pour certains, mais ça peut ne pas être valable pour tout le monde. Parce que rien ne dit que ça marche à 100%. Il va avoir, et il le dit à fierté, 80 ans. Mais regardez, il passe 10 à 12 heures de travail par jour. Mais il y a des quadras qui ne sont même pas capables de faire 6 à 7 heures de travail par jour. Je pense qu'il faut trouver la juste mesure, l'équilibre entre les deux. Mais moi c'est... Même à 80 ans, Ouattara est capable de prendre et de confier des résultats à quelqu'un qui pourrait être le meilleur. Je suis d'accord. Parce que c'est au fond de la marmite qui se trouve. La bonne sauce. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, c'était surtout, est-ce que vous, comme moi, dans le peuple, est-ce que vous croyez qu'en cette décennie, c'est-à-dire moi j'ai toujours l'habitude de parler des chiffres, est-ce que vous sentez que le taux de pauvreté a quand même baissé? C'est là ma question. Alors, c'est une question qui obéit à une réponse stratifiée. D'une part, oui, le taux de pauvreté a baissé. Nombre de personnes ont pu, du fait de cette politique, émerger un peu plus. De l'autre, naturellement, du fait de la faiblesse originelle et endogène de leur milieu originel, en dépit de la puissance du pouvoir, la nature originelle, la faiblesse du milieu ne permet pas de saisir véritablement l'effort qui a été fait par le gouvernement. Mais c'est progressivement que cet équilibre va être atteint pour que cette société ivoirienne, très riche par ailleurs, et en difficulté, d'autre part, va rayonner comme au fouet de faire avant que la crise ne devint. En bon fouettiste, toujours appel au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il est notre invité, M. Alex Bamba Souleymane, à qui je vais poser très rapidement une question. Si l'on vous demandait de juger ce gouvernement ivoirien dans l'exercice du pouvoir de cette décennie qui s'achève, je dirais plutôt pour ne pas s'étaler, parce que quand je vous entends, j'ai envie de vous laisser parler, parce que ça me rappelle un peu Houphouët-Boigny qui parlait toujours avec des dictons. Et c'est vrai que quand on en a dans la tête, comme je dis toujours, on a toujours envie de dire de très bonnes choses. Mais là, ce sera une note de 0 à 20. Quelle note donnerez-vous au gouvernement dont le premier est le président Ouattara? Ça, franchement, c'est... Je sais que la question est difficile pour les intellectuels, mais là, vous le ferez de 0 à 20. Quelle note donnez-vous? C'est une colle, parce que comment vouloir noter M. Ouattara, d'une part, et juger et noter ce que lui a décidé de porter aux responsabilités qui sont celles que ces responsables occupent-ils. Savez-vous, les latins disent audaces fortuna juvat. La fortune ne sourit qu'aux plus audacieux. M. Ouattara est un homme miracle, je l'ai dit tout à l'heure. Tout est inné chez lui, le brio incarné. Et je puis dire que le chef, comme la musique, c'est le ton qui fait la musique, c'est l'air qui fait la chanson.
Ouattara, il a les deux. C'est le ton qui fait la musique, et en même temps, l'air qui fait la chanson. Mais vous ne partirez pas d'ici sans me donner la note de 0 à 20. Je pense que il a 19,50 sur 20. 19,50 sur 20. On se retrouve juste après la réclame. Sur mon plateau, Bamba Alex qui a connu des générations, qui a connu très bien le président, le premier, le fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a bien connu le président Henri Konan Bédié, qui a connu le président Guéhi, qui a connu le président Laurent Gbagbo et qui a connu le président Alassane Ouattara, et sur notre plateau. On se retrouve juste après la réclame. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour à Monsieur Bamba Alex Souleymane. Là, vous serez vraiment à l'aise parce que la question que je vous pose est celle de savoir s'il vous arrive souvent de regretter le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Première question, ce sera une question en deux. Est-ce qu'il vous arrive de regretter souvent le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny? Et surtout, que lui admiriez-vous qui a volé en fumée? Oui, très souvent. Très souvent, j'y pense. Et je suis habité par beaucoup de nostalgie. Surtout que je me rappelle ce voyage historique avec lui aux États-Unis. Où? Dans quelle ville? Aux États-Unis. Dans quel État? À Washington. Washington. Oui. Vous faisiez partie de la délégation? Oui, New York, Washington. C'est le général Koulibaly, ici présent, qui pilotait l'avion. Le directeur du protocole, l'ambassadeur Jarounia est là. Le vieux Aboulaye Diallo est là. J'étais tout jeune. À la surprise générale, on m'a appelé. Et après quoi... Et c'était quoi votre rôle à cette époque? Non, mais j'ai fait la presse. Journaliste. J'ai écrit. Une belle plume. Oui, j'ai écrit, j'ai parlé. Et j'étais avec Joseph Diomandé. Et Baka Philippe. Feu, je veux dire. Et Jacques Ardiakone, des gens que vous connaissez. Vous faites, c'était un homme pluriel. Vous faites, c'était la sagesse incarnée. Vous faites, mais c'était la simplicité la plus achevée. L'igname bouilli, la banane bouillie, avec la petite sauce Mondro à côté. Devant le faste de cette bâtisse quasi impériale, ce luxe insolent, ces résidences dont la splendeur ne le dispute qu'à la clarté lunaire. Sa chambre, c'était une chambre toute seule, avec un lit où je me rappelle encore de ce lit rouge. Un lit rouge. Un lit rouge. Je me battrai pour trouver l'image. Les jeunes qui nous regardent aimeraient bien voir ce lit du présent Félix Houphouët-Boigny. Une chambre d'une simplicité qui le disputait à la grandeur, la splendeur de la basilique. Et la manière dont il a su dessiner Yamoussoukro. Et le luxe insolent des villas, des résidences que l'œil nu pouvait constater.
c'était inversement proportionnel. Et de ce petit Manhattan qu'est le plateau. Vraiment, vraiment. C'est ça, jusqu'à demain matin, ça me marque. Alors, et au fait, en chacun des Ivoiriens, même Laurent Gbagbo, finit par s'en réclamer pour reconnaître qu'il s'est même trompé à un moment donné. Au fait, c'était un épicurien, un sage, un vrai chef, qui savait être chef Baoui quand il le fallait, chef tribun lorsqu'il le fallait, opposant farouche aux blancs français, dans leur langue, d'une pureté de langue, mais sans commune mesure, mais d'une générosité sans borne. Lorsque, saluant les uns les autres, il apercevait des personnes d'un certain âge, il les prenait par la main, il lui parlait à l'oreille, et il donnait des instructions, hic et nunc, qui se réalisaient. C'est ça la grandeur. C'est pas toujours le chef qui est loin du peuple. Le vrai chef, comme il le disait, qui suis-je? Je suis comme le capitaine. Hors de l'eau, je ne suis rien. Le capitaine hors de l'eau n'est rien. Et il faut tuer dans le peuple. Et ça, j'ai écrit un ouvrage qui va paraître du fait de l'immortel Alassane Ouattara, l'homme miracle. 300 et quelques pages. Or, j'ai des interviews que j'ai réalisées à Koufouette, où il me parle de Gabriel Lisette, où il me parle de Doudou Gueye, de Philippe Zeda Kaboré, d'Assane II. C'est moi qui ai écrit ça, j'ai ça ici. C'est par courtoisie et par respect pour mon grand frère, mon nom n'est pas le président. Par respect pour mon nom, Alassane Ouattara, que je n'ai pas encore mis cet ouvrage sur le marché. Parce que je veux qu'il voit. Il en a parlé, j'en ai parlé à son jeune frère, Ibrahim. C'est un best-seller. C'est écrit dans la langue de Molière. Comme je l'ai appris, et comme je pense pouvoir le rendre, ça va être un délice, un masterpiece, un chef-d'œuvre. Et ça, c'est un rendez-vous pour bientôt par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Il est notre invité sur notre plateau, on ne peut pas plaire à tout le monde. Lui, c'est tout simplement Bamba Alex Souleymane. Monsieur Bamba Alex, nous allons arriver quand même, puisque vous parlez de cet amour, de cette réconciliation, de tous les frères que nous sommes. On sait que vous avez quand même travaillé auprès de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui a des mots aujourd'hui très durs sur la toile à l'égard du président Alassane Ouattara. D'ailleurs, ce dernier qu'il qualifiait comme son fils devant le président de l'Assemblée nationale de France à l'époque. Alors, vous qui l'avez bien côtoyé, pourquoi selon vous cette déchirure violente de nos jours? Je ne suis pas un homme à se débiner face aux questions lancinantes, même les plus délicates, comme c'est le cas. J'étais conseiller spécial de Seydou Dia d'abord, la primature. Guillaume Soro était ministre de la communication, l'État ministre de la communication. Et ensuite, avec Charles Konabani, lorsqu'il vint et qu'il remplaça Seydou Dia à la primature, Guillaume Soro devint ministre de la Reconstruction, ministre d'État ministre de la Reconstruction. Et puis le dialogue politique de Ouagadougou, il y avait le CPC, le Conseil permanent, qui regroupait à la fois le président Gbagbo, Bédié, Ouattara, Compaoré et Guillaume Soro, Premier ministre de la Réconciliation nationale. J'avais des rapports privilégiés, j'ai des rapports privilégiés à lui depuis. Et dans ma perception philosophique, spirituelle et théocratique, je n'ai jamais imaginé que ce qui est arrivé et ce qui arrive aujourd'hui aurait pu se produire. Tant la complicité, l'estime mutuelle du père au fils, du fils au père, je suis témoin et acteur. Certains parlent
Moi, j'ai vécu. Et plus encore, quand nous allions à Ouagadougou, ça avait une dimension supplémentaire. Blaise était le facilitateur. Et la communauté internationale était au pied de Blaise Compaoré, à qui on a confié la mission de réconcilier les Ivoiriens. Laurent Gbagbo était un ami originel de Blaise Compaoré. Et Gbagbo a admis que son ami soit le maître de cœur qui réconcilie les Ivoiriens. Ça nous a conduit à vos élections. Dans la paix, l'amour. Jamais pouvions-nous soupçonner, encore moins moi, qu'on peut nous se retrouver 10 ans après dans une situation comme celle-là. Je suis très triste, effondré, de constater que mon grand frère, un homme si brillant, dont la vie est un parcours initiatique, mon jeune frère Guillaume Soro, dont le parcours n'est pas moins glorieux en soi aujourd'hui, a offert ce spectacle. Guillaume est jeune, plus jeune. Il aurait pu faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Je ne porte pas de jugement de valeur, je me suis toujours refusé à porter un jugement de valeur sur le grand frère Ouattara. Mais je lui parle avec le cœur. Il sait que moi, je peux toujours lui dire ce que je pense. Ça a toujours été de l'estime réciproque. Même si il n'a pas posé à mon égard l'acte que je pense qu'il peut en composer. Mais ça n'enlève rien. Et ça n'enlèvera rien. Parce que je connais la famille. Le vendredi 13 mars 1993, par la grâce de Dieu, on appelle le Fokker-100 ici, l'aéroport, au Fouboigny. Et nous sommes arrivés à Korogo, à l'aéroport Karakoro de Korogo. Il a été accueilli dans la pure tradition par le peuple. Et la pure tradition, c'est nous faut. Et c'est à quelle occasion? C'est à quelle occasion? Non, j'en arrive pour que vous compreniez le fondement. C'est ce jour-là, bien que Gon travaillant avec lui, perd son âme, le peuple lui donne son fils. Et nous continuons la procession comment on appelle, à faire que c'est Dougou. Nous sommes en 1993? 13 mars 1993, vendredi. Un vendredi. On arrive donc à faire que le premier chef du gouvernement, il se débarrasse de ses attributs de veste, les attributs de la République. Il porte le boubou, nous allons en procession à Congo. Quand nous arrivons à Congo, l'imam vient d'officier la prière du vendredi, parce que la route n'était pas très bonne. Toute la délégation, y compris moi-même, nous retournons dans la mosquée tricentenaire. 300 ans. De l'Empire de Congo, démembrement de l'Empire Manding. Nous prenons la carte de Côte d'Ivoire. La seule région où on a mis Congo, c'est la seule région. Chacun a pu voir ça. Mais parce que c'est ça la descendance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites par ignorance, par mépris, par méchanceté politique. Mais la réalité sociologique et ethno-sociologique et le fondement du sang ne ment pas. Et l'Empire Manding, il y avait 13 empires Manding sous Ndiata Keita. Il y avait 13 régions qui composaient l'Empire, conquis dans les conditions que, à la ville et au monde, ça a été compté et raconté. Lorsque Soundiata Keita vaincu le signé Soumamourou Kanté, c'était dans les années 2200 et quelques. Ça date déjà. Mais les séquelles sont là. Les vestiges sont là. La réalité est là.
Et quand nous y arrivons, il y a une seule vidéo qui circule, que sans doute vous avez vu, où le président s'exprime en langue malinké. Malinké, oui. Anana fasora. Naam. Kana afo encore oui. Naam. Kuye ufefo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kuye afo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kwala sidiana. Amen. Ala to encore. Amen. Ala jamana suma. Amen. Ko segen banka. Naam. Naam. Kwala o yalla taero. Amen. Amen. Exactement. C'est le 13 mai 1993 à Congo. Ouais. Et à son âme, mon frère, mon ami Moussa Sissé, l'oncle du président Alassane Ouattara, vient de décéder. C'est dans son bureau à la primature que lui et moi finalisâmes la liste de ceux qui prient le Fouquet Sang, dont l'actuel gouverneur d'Adessiao, Koulibaly, qui est mon connaît, mais il est. Tout cela pour dire que ce qui se passe entre l'ex-président de l'Assemblée nationale et le président est à déplorer. Alors c'est là où on prend la mesure d'un mystère du monde. Comment comprendre ça? Qui eût pu jurer que ce qui arrive aujourd'hui aurait pu arriver? C'est pour ça qu'il faut être humble. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre toujours à Dieu. Mais le Seigneur dans le monde de l'invisible, l'ayant prévu, a peut-être deux solutions pour que demain, il se retrouvasse encore avec le président Bédier lui-même pour dire oui, ça a pu arriver. Mais ce pays est un pays béni. Il y a trop de sacrifices pour que les cœurs soient purifiés, pour que la joie et l'amour soient le fondement de l'existence. Salut aux terres d'espérance. Pays de l'hospitalité. Et ça conclut la patrie de la vraie fraternité. Oh, qu'est-ce que c'est beau, comme ce pays. Regardez d'où nous sommes. Regardez ces gratte-ciel, le Manhattan de l'Afrique. Doit-on se battre ici à nouveau? Non. La sagesse habitera les uns les autres. Et il plaira à Dieu de toucher le cœur de certains, de tous, pour que tout continue. Parce que pour que tout continue, il faut savoir lâcher du lest. Il plaira à Dieu de toucher le cœur des uns et des autres. On se retrouve juste après. Monsieur Bamba Alex, quand on entend parler, on a envie de s'abreuver de toutes ces connaissances qui nous rappellent des bonnes choses, qui nous apaisent, qui apaisent, je crois, les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent. Et on a envie tout de suite, c'est vrai, tous ces jeunes m'en voudraient de ne pas te poser la question de savoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme travail et quelle est réellement ta profession à ce jour? Alors, vous savez, un journaliste est un journaliste. Surtout de mon rang magistral, à la ville comme au monde, aux États-Unis, en Chine, en France, partout. J'ai ma place parce que j'ai une expertise certifiée, j'ai une légitimité populaire, j'ai le savoir, j'ai le savoir-faire et j'ai une équation personnelle. Premièrement, tableau numéro 1. Deuxièmement, j'ai des amitiés plurielles aussi sur l'échiquier planétaire. Et puis, j'ai de très grands amis, dont le premier, le numéro 1, c'est Blaise Compaoré. L'ex-président du Burkina Faso. Mais avant lui, le vieux Wad, il est là. Du Sénégal. Il a enseigné, il a enseigné à l'université ici. Je n'ai pas fait beaucoup de bruit, il a dit je ne veux pas qu'il y ait de bruit. J'ai respecté cela. C'est la première fois que j'en parle. J'ai beaucoup de respect pour Soglo, quand il était premier ministre, chef du gouvernement, puis président de la République. J'ai voyagé avec le président Ouattara, premier ministre, pour aller à des sommets au Bénin, à Dakar au Sénégal, lorsqu'il fallut remplacer le président du Conseil économique et social qui avait été, comment on l'appelle, assassiné à Dakar. Vous vous rappelez, nous sommes en 1993. Tout à fait.
et beaucoup d'autres choses. Et je suis juriste. De formation. De formation comme journaliste. J'ai eu ma maîtrise de droit d'abord avant de boucler les cycles à l'école supérieure de journalisme, d'en être major, et puis de faire une spécialité audiovisuelle à la rue du Louvre, il y a bien longtemps, plus de 40 ans. Et puis, j'ai prêté serment le 15 mai 2019 dans le pétoire devant le Gotha de la haute baronnie judiciaire comme agent des affaires judiciaires. Je suis oint donc par la légitimité du respect des institutions. Comme le général me doit le respect et le garde à vous. Lequel général? N'importe quel général, tout à fait. Parce que ainsi veut et impose le respect de la clé de voûte de la société qui est la justice. J'ai une maison d'édition. Il y a des journaux qui se font par les jeunes gens. J'ai une télévision web, une web TV, Dounian TV, qui veut dire le monde Dounian. Et Djigui Info, qui est un site web, Djigui qui veut dire l'espoir. Elle sera diffusée cette émission sur sa télévision aussi. Comment ça s'appelle? Dounian TV. Dounian.tv. Dounian.tv, c'est le monde. Et puis Djigui.info. Djigui chez nous, les mannequins Bambara, c'est l'espoir. L'incarnation de l'espérance. Et donc, et puis politiquement, depuis toujours, et philosophiquement, j'ai toujours été avec le président Ouattara, mais je ne suis pas un homme d'appareil en fait. Trop libre dans ma tête pour accepter les dictats des politiques et des mots d'ordre du parti, la discipline du parti. Ça me supportait pour quelqu'un comme moi. Alors, là, j'ai le recul et les positions que j'occupe, qui sont des positions de réflexion, de pensée, de propositions, ça me sied. Je pense que le grand frère, dans la position qui est la sienne, il était important qu'il me vit, qu'il constatait que je vibre à l'unisson avec lui, pour que tout continue dans la paix comme il aime. Voici donc. Nous bouclons cette articulation sur la politique pour arborer les réussites. Quelle est à ce jour votre plus belle réussite? Oui, un jour, je faisais le magazine des jeunes à la télévision. Très bien. J'ai raconté à la ville, au monde, comment la Côte d'Ivoire... À la RTI. À la RTI, avec les pionniers. Nous sommes en quelle année? De l'indépendance. Oh, nous sommes en 1988-89. Oui. Madame Monique Claverie est directrice de la télévision. Et je raconte les pionniers, ceux qui avaient fait bâtir la Côte d'Ivoire. D'abord le syndicat agricole africain, qui naquit le 10 juillet 1944 à l'étoile Bar d'Assing de Trècheville. Et puis le 9 avril 1946, le RDA qui naquit à Bamako. C'est Oufouet, l'Ivoirien, qui est le chef. Et l'émission a été très appréciée. Et donc je racontais un à un ces figures mythiques. Au détour de deux analyses, il y avait une ou deux petites erreurs. Juste après l'émission, quand je suis descendu, la présidence a appelé quelqu'un qui est en bas, on dit d'aller au palais. Alors je suis tout surpris. J'ai la trouille. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Bon, d'accord. Et puis, le téléphone sonne, on dit, oui, il y a rien qui est au téléphone. Il dit, tu as peur de quoi? On dit de venir ici, Là, quand je me parle, je suis tranquille. Alors, j'y vais. Donc, l'ancienne, avant que la présidente ne soit renouvelée comme elle est aujourd'hui. Alors, on descendait, hein. On descend, on me fait asseoir dans un pic. Voilà, j'étais tranquille, il avait 2 ou 3 fauteuils. Et puis, 3 ou 4 minutes après, je vois qui arrive, c'est le président Peignoir. Vous précisez, le président Houphouët-Boigny. Georges est là, témoin oculaire. Il est là, Georges. Heureusement, Georges, il est là.
Seigneur et Georges. Il dit, ah, et puis bon, il sort. Et puis il dit, tu vas bien, ça va. Et je commence par mon nom, Amadou connaît toujours. Tu vas bien, Amadou? Moi, je dis, oui, ça va, moi, je dis, ah, ouais. Non, j'ai regardé, tu as dit ci, tu as dit ça. C'est pas exactement comme ça s'est passé. Tu as bien fait, tu as présenté, extra. Et ben voilà comment, donc je prends un bic. Et il note tout. Il a dit, chaque fois que j'aurai besoin de lui, bon, de bien former, il dit à Georges, et puis bon, il va expliquer. Moi, il me laisse pendant 1 heure. Beaucoup de choses, beaucoup de gens en même temps. 1 heure. 1 heure. Alors quand je vais chez lui, j'ai 2000 et quelques francs en poche. De la RTI à chez lui. De la RTI à chez lui. Et quand je sors de chez lui, j'ai 5 millions. Et puis près de... avec beaucoup d'essence, je ne sais même pas. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. 5 millions. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Vous avez eu les pieds qui tremblaient un peu, comme ça? Bah oui, mais avant ça, il m'avait dit, j'ai 30 000 $. Quand nous sommes allés aux États-Unis, Georges est là, c'est Georges qui me donne. Quand il me voit, il dit, donne-moi mes $. Et tu sais, Georges est généreux, jovial, un beau gosse, un monsieur brillantissime, qui me te donne qu'une seule envie d'être propre, Georges Royen. Quand il parle de Georges Royen, de l'ambassadeur Georges Royen, c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran, ambassadeur Georges Royen, qui a été longtemps une figure emblématique de la politique, l'ombre de Félix Houphouët-Boigny. Et je connais toute sa famille, ses frères, ce sont mes amis, ses enfants, Manou, Yasmina, machin. Alors qu'est-ce qui vous a maintenant aussi attristé dans le jeu politique en Côte d'Ivoire? On va accélérer pour notre émission. Ce qui m'a attristé, m'attriste le plus, c'est l'incompréhension, la méchanceté, la haine, la jalousie inutile des uns contre les autres et pour rien du tout. Alors que Dieu donne à chacun ce que Dieu a décidé de lui donner. Et tu ne peux pas te poser à ça. C'est méchant. J'aime pas la méchanceté. Notre classe politique actuelle, depuis le départ du fouet, est inutilement méchante. Cette classe politique. Avec quelques individus auxquels on donnait des naissances ici qui rasaient les murs, qui ont oublié leur passé et qui ont de leur histoire. Et je suis sans pitié pour ces gens-là. Et je serai tout sans pitié parce que moi je suis un homme de cœur. Moi j'aime mon prochain, je partage. Et comme vous disiez tantôt, alors... Et moi, j'ai dit à mon grand frère Ouattara, pardonne-leur, certains ne savent pas ce qu'ils font. Tu es grand. Regarde le bonheur que Dieu t'a fait. C'est parce que tu es né pour être grand. Et tu dois être grand, et tu resteras toujours grand. Alors un mot, comme vous disiez tantôt, qu'on en parlera, un mot sur le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, son Excellence. Oui, ça c'est une partie de nous-mêmes, toi et moi, Yves Jumbo Junior. J'ai fait sa connaissance. J'ai fabriqué le journal Le Patriote chez moi à la Cité des Arts, résidence que faut Mérémy, lorsque je reviens des États-Unis. Il était déjà brillant, je savais. Et il est honnête, il dit à qui il veut l'attendre. Si cet homme, c'est Bamba El Suleiman. Bonté de cœur. Parce que j'ai porté ce projet qui aujourd'hui a mené le combat du RDR jusqu'à ce que le RDR arrive au pouvoir. Et Ahmed, il me le rend, il me respecte. Il le dit à qui veut l'entendre. Et c'est un autre de mes frères. C'est mon petit frère, brillantissime. Mais je lui ai dit, son destin était qu'il devient ce qu'il est devenu. Et puis Dieu que pourra. Je suis fier, je suis content. Et je remercie le président Ouattara, le grand frère, qui fait ce que nous filme. Nous étions 2 qui avaient été conviés au mariage à Paris. Au mariage de M. Ouattara et de Mme Dominique. Alors les deux personnes? Mais moi, j'étais déjà en tant que chef du journal du Parti au pouvoir, il était difficile de me déplacer. Mais lui, il partit. Mais j'écrivis. Quand vous parlez de lui, c'est qui? Ahmed, lui, Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko. Il est allé, il a participé. Il est venu avec des images. On a publié ça dans Le Patriote. J'ai fait la légende. Et depuis, il est devenu le fils de madame. Et le filleul de papa Ouattara. Et c'est mon jeune frère. Je suis fier du parcours. Moi, je suis un libre penseur. Moi, je suis un enfant de Dieu. Les oiseaux du monde n'ont pas de sein, mais vivent.
Les oiseaux, ils ne volent pas tous ils volent tous, mais ils ne volent pas tous à la même hauteur. Les oiseaux, ils volent, mais ils ne parcourent pas la même distance. Mais ils sont tous des oiseaux. Vous êtes jeune, vous nous regardez. Sachez que la manière de s'exprimer de M. Bamba Alex Souleymane s'apparente complètement. On sent que c'est un digne fils de Félix Houphouët-Boigny. Bamba Alex en est pratiquement l'incarnation. Pouvez-vous nous dire si, selon vous, le président Alassane Ouattara, vraiment en un mot, a réussi brillamment dans l'exercice du pouvoir, surtout sachant d'où part la Côte d'Ivoire en 2010? Sans conteste, il aurait été vraiment le héros attendu. Que dites-vous à ceux qui vous qualifient d'homme de palais présidentiel? Un homme qui est toujours dans les palais présidentiels. Est-ce que vous prenez ça comme un compliment ou non? Ah oui, c'est un compliment. On n'arrive pas dans un palais qui veut. C'est ton équation personnelle, ton savoir-faire qui t'y amène. Et sinon, mais tu n'approches même pas le palais. La nuit du palais a forcené, être sous les lambris dorés. Il faut le mériter. Je me suis battu pour le mériter. J'ai travaillé sans relâche. Je ne dors jamais avec 2h, 3h du matin. Mais mes enfants, ils sont sublimés, mais papa, on ne pense plus que tu pouvais faire ça. Je dis si, lorsque la cause l'impose et l'importe, je suis toujours debout comme un guerrier. Parce que moi, je suis numéro 1. Je veux toujours être numéro 1 et je serai toujours numéro 1. Et vous allez suivre mon exemple. Et pour être numéro 1, il ne faut pas dormir. Chaque jour sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Rien n'est jamais acquis d'avance. Rien n'est jamais acquis d'avance. Chaque jour, il faut se remettre en cause. Chaque jour, il faut pouvoir se remettre à Dieu. Chaque jour, l'implorer. Pour te protéger, qui protège ta famille, qui protège ton pays. Même ceux qui ont tout et que tu ne veux rien, qui les protège. Parce que peut-être sans doute un jour, te fera-t-il une plus grande surprise. Le bonheur, la santé, la longévité. Et que moi, on croit que tu n'auras rien, il peut te donner l'or de Caribie. Peut-être pas l'or de Caribie, mais l'émeraude. L'or, c'est dans la poussière rouge qu'on va chercher l'or qui fait de certaines personnes des nombrils du monde. C'est dans la boue qu'on va chercher l'émeraude, dont le simple carat peut te coûter des milliards. Mais regardez ceux qui vont chercher ça. Regardez leur accoutrement. Regardez comment ils sont ça, le peu qu'ils ont. Oh, quelle grandeur ils ont. J'ai du respect pour ces gens-là. C'est ceux-là qui font le monde. C'est l'homme du palais qui parle. L'homme du palais, il en trouve un compliment. On se retrouve pour la 4e et la dernière articulation de cette émission. Comment plaire? Nous avons 2 questions pour boucler cette émission. Elle a été bien enrichissante. Que croyez-vous qu'un politique ivoirien devrait faire pour plaire au peuple, sachant bien que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme c'est le cas du titre de cette émission? Oh, qu'est-ce que c'est bien dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci. Qu'est-ce que c'est bien dit? Qui peut prétendre plaire à tout le monde ou pouvoir plaire à tout le monde? Même le plus grand footballeur du monde, qui est Pelé, dont les prouesses ont été chantées à la ville et au monde, regardées 1000 fois. Mais le football, il se joue à plusieurs. Dans l'équipe de Pelé, il y avait Garecha. Rares sont les joueurs qui ont été capables de faire du ballon rond. Ce que Garecha réussit à en faire. En Côte d'Ivoire ici, Niaouré Pacheco. Niaouré qui? Niaouré Bernard, dit Pacheco, la cuillère. Il dansait la biguine avec le ballon. Le docteur Calais, c'était un ordinateur. Christophe Bazot, c'était pratiquement le disque dur. Jovan Dominique, une technique de silence. Qu'on a eu Pelé. Et puis la génération des yéyés, les Babokola, Son, Pomil Kofi,
du stade d'Abidjan, de stade d'Abidjan, Begré, Nago, comme Lucien, Emi Apobi. Oh, quelle équipe, que des joueurs. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tout à fait. Le président Ouattara est le seul chef d'État. Il a dit, mais les mots souvent ne pèsent pas, surtout pour la jeune génération. Il a été le seul chef d'État à effectuer une visite d'État dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. C'est une prouesse. Votre commentaire, surtout quand on sait que le père fondateur de la Côte d'Ivoire en avait effectué 11. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, c'est très simple. C'est la différence entre les hommes. Chaque être humain est constitué comme il est constitué, structuré comme il est structuré. Et à l'intérieur, chacun a ce qu'on appelle l'amour propre et l'orgueil. Et puis en même temps aussi, à côté, il y a la clairvoyance, il y a la vision, il y a la passion, il y a la compassion qui vivent ensemble. M. Ouattara a posé un regard synoptique sur ce pays. Et rapidement, en tant que premier chef du gouvernement, les rapports qu'il a reçus lui permirent de comprendre de façon macroscopique où est-ce que les potentialités de la Côte d'Ivoire se trouvaient-elles, où est-ce que les difficultés se trouvaient-elles, où est-ce qu'il était plus important qu'un jour qui pleurait à Dieu qui dit 20 présidents, il mettait l'accent. Il a compris qu'il fallait désenclaver partout où il n'y avait pas de route. Il a fait. Il a développé les infrastructures. Il a fait. Il a donné le gage au secteur privé qu'on peut entreprendre et réussir. Il a créé des facilités. Au secteur public, il a démontré qu'on peut du secteur public être performant. Il a fait. Vous avez vu comment l'immeuble postal 2000 a été relooké? C'est ça, Ouattara. C'est l'expression du beau achevé. Et les tours administratives. Les tours administratives. Et le carnet d'adresse mis au service de la Côte d'Ivoire. Et puis quand vous le regardez, mais il a quel loisir, quel temps finalement il a pour lui, pour se faire plaisir. Si ce n'est la Côte d'Ivoire, son plaisir. Faire comme vous faites. Et continuer son œuvre. Le rendre plus, j'allais dire, plus beau, plus raffiné, plus policé. Et faire de Yamoussoukro à nouveau la région centrale où, dans les avenues aussi larges les unes que les autres, on déambule sans que les voitures ne fassent de yo-yo. Et que le soir, le vent frais qui souffle sur la ville, comme le zéphyr, le fait au bord de la mer, les habitants puissent, comme hier, se coucher à même le sol et respirer l'air pur, l'oxygène, la vraie, en faire un beau pays, le pays de la fraternité, la vraie fraternité, la terre d'espérance. C'est après ça qui court les strophes de l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, le pays de l'hospitalité. La grandeur de la Côte d'Ivoire est incarnée par cela, la fraternité vraie, l'amour. On doit retourner à ces valeurs. Nous allons tous y travailler et cette émission va y contribuer. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Et on ne plaira jamais à tout le monde. Mais on peut plaire au maximum et gagner. Et nous gagnerons. Nous gagnerons.
L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Monsieur Alex Bamba Suleiman, c'est comme ça que moi je préfère. Cher grand frère, cher aîné dans la profession, dans plein de choses, avec ce que tu as de meilleur et que nombreux t'envient, je souhaite que tu puisses, et là c'est le frère qui parle, le frère, parler à tous les Ivoiriens. Dites à ce peuple ce que vous avez envie de leur dire dans un média international. Pas de haine en Côte d'Ivoire. Nous nous aimons, nous nous connaissons. On ne peut pas être tous au même niveau de compréhension. C'est vrai, certains auraient voulu en avoir davantage. C'est tout aussi vrai que d'autres en ont un peu trop. Mais Dieu trouvera toujours l'équilibre. Il fera en sorte que personne ne manque de rien. Je demande cela au bon Dieu. Si personne ne manque de rien, si chacun a son pain tous les jours, si personne ne dépend de l'autre, ce pays sera toujours la patrie de la vraie fraternité. Ce que, avec Houphouët, les pionniers de l'indépendance, qui combattirent les Français et qui les vainquirent et qui permirent donc à notre pays d'être aussi resplendissant, et bien que ce pays continue d'être resplendissant avec des hommes et des femmes, des jeunes dames, des jeunes garçons, aussi beaux et brillants que nous sommes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, dans la paix, l'amour et la joie. C'est terminé pour cette émission. Au revoir.